Ok, donc on va pouvoir commencer. Donc merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. Merci à nos deux intervenants d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Donc Yannick Lang et Simon-Pierre Sanguirac. Donc un webinaire que Léouchko organise sur le thème des monnaies locales qu'on va envisager comme alternative monétaire, porteuse de valeur. Donc je vais laisser maintenant la parole aux intervenants, donc déjà pour se présenter. Allez-y Yannick par exemple. Alors, le Voilà, micro, le voilà. micro. Le micro. Donc, Yannick Lung, je suis ce qu'on appelle dans notre jargon universitaire un professeur émérite, c'est-à-dire à la retraite, mais ayant quelques activités de recherche. Et j'ai découvert les monnaies locales à l'occasion d'une visite à Bayonne, en rencontrant des responsables de Euskal Moneta qui m'ont convaincu de l'intérêt de mener une étude sur les monnaies locales. Et depuis donc maintenant 3 ans, je coordonne une équipe de recherche qui travaille sur les monnaies locales en Nouvelle-Aquitaine, et souvent en coopération avec Euskal Moneta. Et puis j'ai pris goût puisque je me suis impliqué, je suis sur l'agglomération bordelaise, mais je me suis impliqué dans la monnaie locale de Bordeaux et de la Gironde qui s'appelle la Miel. Et j'en suis devenu coprésident depuis quelques mois. Donc à moi. Du coup, Simon-Pierre Sanguérac, je suis membre d'un think tank qui s'appelle Osons le Progrès, au sein duquel j'ai rédigé une note avec d'autres collègues sur le sujet des monnaies locales, étonnamment, comme un levier de reprise, de relance et de relocalisation dans le cadre de la crise sanitaire. Et dans la vie professionnelle, je suis consultant auprès des collectivités sur l'ensemble de leurs besoins financiers, ce qu'on appelle le financement de projet. Et du coup, il y a des convergences entre les deux sujets, étant donné que les monnaies locales peuvent être utilisées, et on aura peut-être l'occasion d'en discuter, peuvent être utilisées voilà, pour financer les territoires avec l'aide des collectivités. Je vous remercie. Donc du coup, ce que je vous propose de commencer, enfin, je vous propose de commencer par une perspective historique, de regarder un petit peu quelle définition de la monnaie locale on va choisir, quel cadre théorique, quelles ont été les premières en réponse à quelle problématique. Donc peut-être que Yannick, vous pouvez commencer sur ce sujet. Oui, effectivement, il faut un petit peu préciser ce qu'on appelle monnaie locale, hein, puisque il existe, et en plus la thématique est élargie aux formes alternatives de monétaires. Donc là, on est sur un champ extrêmement large. En fait, on peut appeler monnaie locale de multiples outils, comme par exemple les systèmes d'échange locaux. C'est une forme d'échange et avec une unité de temps qui est l'heure, enfin une unité de compte qui est l'heure. On peut considérer que des tickets restaurants, c'est une forme de monnaie locale, que les miles qu'on cumule, etc. Donc on a une multitude. Alors quand on parle de monnaie locale, on pense plutôt à des choses comme le SCO, hein, à ce qu'on appelle des monnaies locales complémentaires, ou des monnaies locales qui circulent sous forme de billets, coupons. Et si on regarde un petit peu l'histoire économique, en fait, souvent ces monnaies, hein, les premières, elles sont apparues dans des circonstances de crise économique. Il y a eu de nombreuses expériences lors de la crise des années 1930 en Allemagne, Autriche, en Suisse. Il y a eu un film assez intéressant, hein, sur l'expérience autrichienne qui a été diffusé il y a peu de temps sur Arte, qui s'appelait La monnaie miraculeuse, qui est maintenant sur YouTube. Euh, bon, là, ça s'est vite arrêté parce que les banques centrales ont mis le holà. Il n'y a qu'une monnaie qui continue de circuler, hein, c'est le BIR, qui est en fait une forme de crédit mutuel entre les entreprises. Donc, c'est plutôt ce qu'on appelle du B2B. Il y a eu d'autres expériences ou émergences plus récentes, notamment en Amérique du Sud, que ce soit au Brésil avec Las Palmas, dans des contextes un petit peu de tentative de résorption de la pauvreté locale, ou en Argentine à la suite de la crise du peso, bon, avec des expériences pas toujours très heureuses.
Et puis, encore en se rapprochant, il y a une monnaie qui est très proche du lire, qui s'appelle le Sardex en Sardaigne, hein, qui s'est développée à la suite de la crise 2008, hein, 2007-2008, en créant à nouveau un système de crédit interentreprises mutualisé pour répondre aux restrictions de crédit. Alors, en France, quand on parle de monnaie locale, on fait plutôt référence à ce qu'on appelle les monnaies locales complémentaires, telles qu'elles sont définies dans la loi de l'ESS de 2014. Donc, des monnaies qui, comme le SCHCO, sont gérées par des associations sur la base d'une parité entre l'euro et l'unité monétaire locale, puis avec un certain nombre de règles, puisque depuis cette loi de l'ESS, hein, on a un cadre juridique qui convient aux monnaies locales, même s'il est insuffisant. Alors, si on se focalise sur ce type de monnaie, il y a eu quelques tentatives au cours du début des années 2000 pour lancer avec des choses qui sont un petit peu cassées la figure. Les monnaies telles qu'on les connaît aujourd'hui, en fait, elles démarrent en 2010 dans le Lot-et-Garonne avec une expérience, enfin une monnaie qui continue de circuler, hein, qui s'appelle l'abeille, qui est la première monnaie au sens où on l'entend. Et ça s'est développé, ce type de monnaie se sont développés tout au long de l'année 2010, puisque fin 2019, on avait à peu près 82 monnaies locales en circulation. Bon, depuis, ça a un petit peu évolué, puisque c'était il y a un an, et ça, avec une progression assez régulière au cours de la décennie 2020. Voilà quelques éléments de mise en perspective historique. Très bien, merci beaucoup pour ce petit panorama. Donc oui, on voit beaucoup mieux le cadre d'études choisi. C'est intéressant de revenir un peu aussi aux premières monnaies locales, et notamment aux premières monnaies locales françaises qui ont inspiré Bernard Youshko. Ce serait intéressant de voir maintenant, quelque part, pourquoi on a mis en place des monnaies locales, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de mettre en place ces alternatives monétaires, et quels arguments économiques on place derrière elles. Simon Pierre, dans une note que vous avez coécrite juste avant l'été, je crois que vous parlez de résilience des territoires et des monnaies locales comme outil de résilience des territoires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus? Oui, tout à fait. Yannick a expliqué effectivement que les monnaies locales avaient tendance à prospérer et à se développer en période de crise. Et c'est à mon avis l'un des éléments intéressants de ces projets, c'est-à-dire que si on prend la crise de 1930 ou de 2008, c'est une forme de volonté de répondre à une crise financière qui fait perdre finalement de la confiance en la monnaie qui est en circulation, donc en l'occurrence chez nous l'euro, et la volonté de recréer au niveau local des formes de solidarité qui permettent de relancer l'activité à l'échelle d'un territoire. Donc il y a une double dynamique de relance de l'économie et de résilience pour créer des échanges marchands, donc, qui s'extraient de l'économie nationale et mondiale. Ce qui est intéressant avec la crise actuelle, puis ensuite je reviendrai sur les éléments économiques qui sont intéressants dans la monnaie locale, c'est que la crise actuelle, c'est une crise qui est d'abord sanitaire, et donc on a cherché d'abord à répondre à cette crise sanitaire lorsqu'on s'intéresse aux monnaies locales aujourd'hui, plus qu'à une crise financière. Et donc ce dont on a tous pris conscience avec la diffusion du virus, ça a été nos interdépendances commerciales, plus que financières. On s'est rendu compte typiquement que le Doliprane n'était pas produit en France, alors même qu'il est créé par une entreprise française, Sanofi. Et donc on s'est rendu compte que lorsqu'il y avait une fermeture des frontières, eh bien, on était très dépendant finalement des importations, que ce soit pour des produits aussi lambda, entre guillemets, de première nécessité comme le Doliprane, ou bien des chaînes d'approvisionnement de produits plus complexes comme nos téléphones portables, ou pour prendre un exemple plus local du sud-ouest, les avions à Toulouse. Donc les monnaies locales ont cette capacité à la fois de relocaliser une partie de l'activité, je vais en dire un mot dans un instant, et de relancer l'activité par la stimulation des échanges entre les acteurs économiques du système. Alors en deux mots, relocalisation, et puis ensuite on pourra discuter éventuellement de l'aspect relance, puisque c'est la relocalisation qui est un premier facteur de résilience, pour rebondir sur ce que vous disiez. Le principe d'une monnaie locale, c'est que son territoire est limité, il est local.
Et donc, le deuxième principe, c'est que contrairement aux monnaies nationales et internationales, le dollar, l'euro, etc., il se manifeste seulement dans l'économie réelle. Vous ne pouvez l'utiliser que pour acheter des biens et des services. Là où pour l'euro, il y a des études qui montrent qu'en 1 à 3 transactions, une fraction des euros que vous avez vous-même dépensés en allant au supermarché, par exemple, se retrouve sur les marchés financiers et finalement se déporte de l'économie réelle. Donc, les monnaies locales sont un élément de résilience par la relocalisation, parce que tout l'argent que vous dépensez sur un territoire va rester sur le territoire dans les commerces et entreprises de ce territoire. Et ces commerces et entreprises sont, dans les règles définies par les structures émettrices de cette monnaie, des entreprises qui ne font pas de spéculation sur les marchés financiers, qui d'ailleurs souvent n'ont pas accès aux marchés financiers, se financent par crédit bancaire pour la plupart ou par fonds propres. Et donc, on a une organisation des échanges entre des consommateurs qui habitent sur un territoire et qui font profiter de leurs revenus les commerces et entreprises de leur territoire. De là, dernier élément, et puis ensuite on pourra y revenir, les entreprises peuvent elles-mêmes, entre elles, échanger en monnaie locale et progressivement relocaliser leur activité. Très simplement, si avec de la monnaie locale, vous allez chez votre libraire acheter un livre, vous allez fournir un revenu local à votre libraire qui n'aura d'autre choix que de le dépenser pour ses besoins à lui-même. Cette fois, ce ne sera plus de la consommation finale des ménages, mais ce sera de la consommation intermédiaire des entreprises, en par exemple allant acheter, je ne sais pas moi, des porte-livres sur un fournisseur de meubles de son territoire. Et je crois que le SCO vous présentez des statistiques assez intéressantes qui montrent que plus de la moitié des entreprises de votre réseau ont changé de fournisseur dans l'année qui a suivi l'adoption de leur monnaie locale pour obtenir un fournisseur local. Et à l'inverse, en Angleterre, il a été prouvé que 80% de l'argent qu'on dépensait dans un supermarché finissait par quitter le territoire. Donc, autrement dit, si vous voulez avoir un impact pour accroître la résilience de votre territoire, allez dans les commerces entreprises de votre territoire et payez en monnaie locale. Merci, c'était très clair. On voit bien en fait en quoi la monnaie locale sert vraiment l'économie réelle. Et au-delà du premier échange, en fait, renforce le maillage économique du territoire entre les différents acteurs qui font en fait la vitalité économique du territoire. Et ça, je pense, c'est assez important parce que beaucoup de gens ne perçoivent pas que la monnaie locale, elle est efficace au-delà du premier achat, en fait. Parce que beaucoup de gens vont venir dire oui, mais quelle est la différence si je paye ma consommation locale, enfin, si je paye mon producteur local en euros, c'est quoi la différence? Ben, c'est que derrière, en fait, il n'y a pas du tout la même chaîne, en fait, comme vous avez très bien décrit. Ça peut très vite partir du territoire, très vite finir sur des marchés financiers. Alors que là, avec la monnaie locale, on est vraiment certain, à 100%, que ça irrigue vraiment l'économie locale après le premier achat. Si je peux un petit peu tempérer cette vision presque idyllique hein, de la monnaie locale, ça c'est la vision théorique, c'est-à-dire qu'effectivement, toutes les monnaies locales ont pour objectif de faire en sorte que la monnaie circule sur le territoire. Mais c'est loin de la pratique, on va dire, de nombreuses monnaies locales est loin d'être à ce niveau-là. Tout le monde n'a pas la superficie de l'EUSCO, et si on regarde les pratiques de plusieurs monnaies locales en France, qui sont toutes petites, en fait, malheureusement, bien, pour schématiser, hein, dans pas mal de monnaies que j'ai pu étudier, on a une chaîne de magasins, hein, Biocoop pour ne pas la nommer, qui aspire toutes les unités de monnaie locale, et qui ensuite va se tourner vers l'association qui gère et va convertir cet argent, ces unités en monnaie, contre des euros, moyennant le paiement de 2-5%. Et en fait, parce que ça ne se fait pas spontanément, la création de ce circuit. Ça suppose une intervention proactive, et ça suppose donc tout un travail de démarchage et de travail partenarial avec les prestataires, les professionnels qui acceptent la monnaie locale, pour voir avec eux
Et quels sont leurs prestataires? Est-ce que ces prestataires seraient prêts à accepter les unités de monnaie locale, donc aller les rencontrer, ou alors leur proposer dans l'ensemble des prestataires qui acceptent déjà la monnaie locale de changer de fournisseur? Mais c'est un travail qui est un travail progressif qui demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Et je dirais, sur la base de mon expérience, autant le schéma qui est proposé est tout à fait séduisant sur le plan théorique, autant concrètement, quand on voit fonctionnent les 80 quasi-totalité des monnaies locales, malheureusement, on n'en est pas là. Parce que on est au démarrage d'activité, les associations porteuses n'ont pas forcément les moyens, ou n'ont pas mis, ou n'ont pas eu les moyens nécessaires pour faire ce travail de fond avec les prestataires. Donc, oui, sur le plan théorique, oui, c'est l'objectif, mais dans la réalité, j'en suis pas tout à fait convaincu. Oui, tout à fait. C'est important de rappeler que les monnaies locales n'en sont pas toutes au même stade de développement et qu'elles connaissent des freins et des limites. Je pensais qu'on allait plutôt en parler un peu plus tard. Oui, mais Mais c'est sûr que voilà, c'est pas évident d'arriver à mailler un territoire et de se constituer un réseau de prestataires acceptant la monnaie locale qui permettent vraiment de faire ces circuits vertueux. Euh, Ceci dit, la monnaie locale peut aussi servir d'instrument de financement. Euh, Simon Pierre, est-ce que tu avais des choses à dire là-dessus sur le financement de... Oui, tout à fait. Et pour rebondir aussi sur ce que disait Yannick, effectivement, en fait, les monnaies locales, c'est un outil en puissance. C'est-à-dire que si tous leurs effets étaient réalisés dans l'économie réelle, on vivrait en science-fiction. On vivrait dans un monde idéal où tout le monde échange sur son territoire et tout le monde en bénéficie. Parce qu'il y a deux éléments très bénéfiques pour les entreprises sur le fait d'adopter des monnaies locales. Le financement, je vais en dire un mot dans un instant, mais il y a aussi l'effet de ce qu'on appelle de vélocité de la monnaie, de manière un peu technique, qui est issu de la vitesse de circulation de la monnaie. Et qui contribue à financer les entreprises et les commerces qui l'acceptent, notamment en période de crise, lorsque on est tous confinés, on a tous tendance à réduire notre consommation. Cette vitesse de circulation, c'est tout simplement, sur une période donnée, combien de fois l'argent a circulé entre les mains d'acteurs économiques différents. Et comme les monnaies locales sont 100% utilisées dans l'économie réelle, elles sont, sur une même période donnée, elles circulent entre beaucoup plus de mains que l'euro. Deux chiffres pour donner une idée. Le Chiemgauer, je crois, qui est une monnaie allemande, a une vélocité de 7. C'est-à-dire que pour une unité, donc 1 euro exprimé en monnaie locale en Chiemgauer en circulation, on génère 7 euros ou 7 Chiemgauer de transactions. Pour l'euro long, on est entre 3 et 4. Donc là, on a une capacité de relance de l'activité sur les territoires qui peut rassurer les commerçants qui sont un peu sceptiques, un peu réticents à l'idée de rejoindre le réseau. Il s'agit pour eux non seulement de s'ancrer dans une démarche locale de résilience, de transition écologique, mais également éventuellement de bénéficier de cette vélocité pour accroître leur chiffre d'affaires. Le deuxième élément concernant le financement des entreprises et des commerces qui l'acceptent a trait à ce que disait Yannick en introduction sur les échanges de crédits entre les commerces et entreprises qui les utilisent. Donc Yannick a utilisé l'exemple du WIR, on pourra y revenir un peu dans le détail si vous le souhaitez. L'idée, c'est que lorsque les banques ont du mal à prêter aux petits commerces, aux entreprises, parce que leur niveau de solvabilité est insuffisant, parce qu'il y a des problèmes de trésorerie ou de fonds propres, les entreprises qui se connaissent entre elles parce que les unes sont les clientes des autres et les autres sont les fournisseurs des unes, peuvent mettre en place des systèmes de crédit où elles se prêtent de l'argent à un moment donné, quitte à soit être remboursées par l'entreprise plus tard, sous forme monétaire, soit à être remboursées sous forme de troc, finalement, ce qu'on appelle le barter, en échange de biens et services. Très concrètement, tu me prêtes, je ne sais pas moi, 15 000 euros pour refaire ma devanture et je te fournis 2 mois de biens que je produis dans mon commerce. Ceci fonctionne particulièrement bien, notamment en Sardaigne avec Sardex et en Suisse
avec le WIR, où en Suisse, il y a 1/5 des PME qui utilisent quand même ce système. Aujourd'hui, ce système, même s'il est fournisseur de confiance, est concurrencé par le fait qu'il y a des taux bas et que le crédit est plutôt facile à obtenir. Mais dans un futur proche, si les taux venaient à remonter, on pourrait très bien envisager des systèmes de solidarité entre entreprises qui permettent de contrevenir au système bancaire et financier classique pour contribuer au financement des petites entreprises sur le territoire. Ouais, merci Simon-Pierre. C'est intéressant ce système de crédit. C'est quelque chose que pour l'instant pas développé à l'EUSCO. Je sais qu'il y a le Léman aussi qui fait ça avec le Lemanex. Moi, je me demande quelle est la place des collectivités en fait là-dedans pour pouvoir aider en fait au développement de ces crédits interentreprises ou aider au développement des monnaies locales. Est-ce qu'elles ont un rôle à jouer? Alors, à mon sens, effectivement, l'intervention des collectivités locales est indispensable. Les monnaies locales sont portées par des associations qui sont des petites structures ayant très peu de surface financière et sans un soutien des collectivités locales, un soutien financier, logistique et tout ce qu'on veut, il y a peu de chances qu'elles puissent se développer. Et donc, ça doit être pensé et intégré dans la stratégie ou la politique mise en œuvre par les collectivités locales. Il se trouve que hier sur Bordeaux, on avait une espèce de conférence de clôture de la semaine, enfin plus exactement du mois de l'ESS, avec le maire de Bordeaux, enfin le président de Bordeaux Métropole, celui du conseil départemental et une représentation du conseil régional, qui ont tous les intervenants ont souligné l'intérêt que pouvait avoir la monnaie locale comme un des outils de politique de relance et de relocalisation, ce qui a été un petit peu évoqué, sur lequel peut-être on reviendra. Donc, je pense que sans le soutien des collectivités locales, les associations ne pourront pas le développer. Je parlais du travail à faire pour que le projet théorique de cette création de circuit intervienne. Ça signifie de recruter des personnes qui vont travailler dans l'association, qui vont le faire. Et à ce prix-là, effectivement, le SCO, si j'ai bien compris, avant que le moindre billet ne circule, il y avait déjà 3 personnes qui travaillaient d'une forme ou d'une autre, plus ou moins à temps plein pour l'association. Et ça change beaucoup par rapport à des associations qui ont 0 salarié ou 1 salarié, dont on se demande à chaque fin d'année comment on va renouveler son contrat de travail parce que les subventions se tarissent ou les donations et autres. Donc, il y a besoin effectivement de penser et d'une certaine façon, le soutien des collectivités locales déjà crédibilise aussi cet objet un petit peu bizarre, parce que peut-être qu'aux Pays-Bas, compte tenu de la diffusion de l'EUSCO, on commence à savoir ce que c'est qu'une monnaie locale. Et si vous trimballez partout en France, vous allez poser des questions à un passant que vous connaissez une monnaie locale, mais la plupart ne savent pas. Donc il y a tout un travail d'acculturation à faire. Après, par rapport au financement, au rôle financier, il y a 2 points que je veux souligner. D'abord, quand on convertit un euro en monnaie locale, les associations déposent sur un fonds de garantie auprès d'une banque éthique et solidaire, souvent c'est la NEF ou le Crédit Coopératif. Donc, ce qui veut dire que cet argent qui a été converti en monnaie locale, il va être utilisé par cette institution financière pour financer des projets éthiques et solidaires. Donc, il y a un double effet des monnaies locales. D'une part, à travers la circulation de la monnaie, l'utilisation par les gens qui ont converti, mais aussi parce que le fonds de garantie va servir à soutenir des projets. Ensuite, sur les crédits mutualisés, interentreprises, c'est vrai que ça renvoie un petit peu à ce qu'on appelle en langage technique des barters, c'est-à-dire des systèmes un petit peu institutionnalisés où on organise comme ça du troc, d'une certaine façon, de crédit. Donc en France, c'est pas dans la tradition, c'est en train de... Peut-être que le numérique va faciliter le développement de ce type de solution. Il y a des acteurs
privé, coopératif, qui commence à se développer, et effectivement une articulation à penser avec les monnaies locales, à penser de manière un petit peu sereine, puisqu'il y a déjà eu des tentatives, je pense notamment à la sonnante à Nantes, qui s'est un petit peu cassé la gueule en voulant tout embrasser. Et donc la nécessité de travailler de façon progressive. Donc l'aimant, effectivement, qui est une monnaie en Suisse qui déborde un petit peu sur les territoires frontaliers de la France, a introduit ce système de façon complémentaire à la monnaie, mais l'idée c'est que ça se passe un petit peu par étapes pour qu'on ne se perde pas, on ne disperse pas l'énergie sur différentes. Et à ce moment-là, effectivement, à nouveau, je pense qu'il faudra un soutien des collectivités autres, parce que ça suppose un travail d'ingénierie et de montage financier assez complexe, que même les plus fortes associations auront du mal à autofinancer. Ouais, vous avez bien fait là de rappeler aussi ce fonds de garantie en fait euh, qui, euh, qui sont placés à la nef et au crédit coopératif et sur lesquels sont déposés tous les euros qui sont convertis en monnaie locale. Parce que c'est fait quand même un outil de financement de projets à forte plus-value environnementale et sociale. Et souvent, on oublie qu'il y a cette espèce de double effet en fait de la monnaie locale qui non seulement circule à l'intérieur du territoire, mais en plus qui sert aussi à financer ce genre de projet au sein de banques éthiques. C'est très important de le rappeler. Euh, On a eu une petite correction de Dante pour le début de Léouchko, qui au final n'était pas avec 3 salariés, mais avec un stagiaire et quelques bénévoles. Et après, c'est sûr que les collectivités locales sont très très importantes dans le développement des monnaies de leur territoire, par le soutien, par la légitimité qu'elles peuvent apporter. Ce sont vraiment des actrices essentielles. J'aimerais maintenant qu'on aborde les monnaies locales comme projets sociaux et environnementaux. Et il y a une thématique qui vous est chère, Yannick, c'est la monnaie comme commun. J'aimerais que vous explicitiez un petit peu ce que vous entendez par là. Alors, bon, c'est vrai qu'on a parlé dans une première partie de cette séance un petit peu de l'impact économique, relocalisation, et c'est souvent l'argument qu'on va nous-mêmes utiliser pour convaincre les collectivités locales de l'intérêt, puisque bon, tout de suite se poser la question, est-ce que ça génère du business, est-ce que ça va créer des emplois, bon, c'est un petit peu légitime. Mais les monnaies locales ne se réduisent pas à un projet de développement économique, loin de là. La quasi-totalité des monnaies locales en circulation en France ont élaboré des chartes. Dans ces chartes, elles affirment un certain nombre de valeurs. Et on retrouve assez systématiquement, évidemment, le développement du territoire, euh, l'aspect transition environnementale, puisque ce qu'il s'agit, c'est bien d'amener à une pratique, modification pardon, des pratiques d'achat, tant des particuliers que des professionnels, pour qu'ils se tournent vers d'autres professionnels plus éthiques, plus bio et autres. Et puis en développement des circuits courts, on réduit les transports de marchandises et autres. Donc ça, c'est censé avoir un impact environnemental positif. Et la troisième valeur qui est mise en avant dans la plupart des chartes proposées par les monnaies locales, c'est la question effectivement du renforcement du lien social, donc de penser que la monnaie n'est pas... la monnaie, c'est en soi un des plus forts liens sociaux qui existent. Nos sociétés reposent assez largement sur l'échange économique. Et donc, si j'accepte qu'on me donne un billet de papier ou qu'on me donne un virement comme ça qui n'est complètement immatériel maintenant et que j'ai confiance dans cette monnaie, c'est ce qui permet à l'économie de tenir, à la société de tenir. Donc c'est quand même assez aberrant que cet outil essentiel de ce qui nous permet de faire société ensemble, ça soit complètement éloigné du pouvoir des citoyens, dans les mains des banques, puisqu'on sait que la plupart des créations monétaires se fait du côté des banques, ou auprès pour
partie ou en partie auprès des banques centrales qui, en plus, ont maintenant complètement coupé les liens avec les citoyens puisque on a glorifié l'indépendance des banques centrales en considérant que les politiques étaient de vilains petits canards qui pensaient qu'à leur réélection et étaient incapables de faire la politique. Donc, on a un outil qui est central, la monnaie, dans le fonctionnement de nos sociétés et qui est éloigné de tout pouvoir citoyen. Or, le projet des monnaies locales, dites complémentaires, parfois on ajoute bien citoyennes pour insister là-dessus, c'est de faire en sorte que les citoyens se réapproprient la monnaie, que ça devienne un petit peu leur objet, parce que la monnaie, c'est quelque chose qui est partagé, hein, donc qui est un commun d'une certaine façon, qui ne doit pas faire l'appropriation de privative et qui peut être géré pas uniquement par l'État, hein, on reviendra sur éventuellement la diversité des formes monétaires vers lesquelles on pourrait aller, mais qui peut être aussi géré par les citoyens qui s'embarquent de cet objet. Et c'est un petit peu tout ce qui tourne autour de cette idée de commun, c'est-à-dire qu'entre une gestion privative de biens et de services et puis une gestion publique par l'État centralisée de ces biens, il peut y avoir une intervention citoyenne, des façons de faire, hein, comme l'exemple type, évidemment, c'est tout ce qui va être la gestion coopérative. C'est un petit peu dans cette lignée-là que les monnaies locales, ou la plupart d'entre elles, parce qu'il y en a qui sont qu'à visée exclusivement commerciale, essayent d'intervenir. Si je peux rebondir, effectivement, il y a un enjeu effectivement social de solidarité, de création de solidarité locale dans le fonctionnement des monnaies locales. Et si on prend un peu du champ sur cette idée qui est centrale en fait dans le développement des monnaies locales complémentaires et citoyennes, en fait, les monnaies locales sont aussi l'occasion de questionner le modèle économique dans lequel on vit, qui est un modèle capitaliste. Et si elles sont complémentaires, c'est que leur objectif n'est évidemment pas de faire effondrer le capitalisme, mais bien de le faire évoluer vers une démarche qui est davantage éthique et sociale, avec un élément qui, en plus de ça, est considéré comme du bon sens par de nombreuses personnes qui soutiennent en fait le modèle capitaliste. En deux mots, il y a des penseurs qui associent les démocraties libérales, c'est-à-dire les modèles dans lesquels on vit, où la souveraineté vient du peuple et où on a des libertés individuelles et collectives, et le capitalisme, qui sera en fait la manifestation économique de ce modèle politique. Ce qu'ils oublient dans cette argumentation, c'est que dans la démocratie, la souveraineté est issue du peuple, et que la manifestation économique dans le capitalisme de cette idée, c'est que le pouvoir du marché appartient aux consommateurs. Et dans la monnaie locale, c'est fondamental de se rappeler de ceci. C'est que si les consommateurs prennent conscience que dépenser son argent, c'est aussi un acte de pouvoir, et que le faire en monnaie locale, c'est orienter ce pouvoir vers les territoires, vers des emplois qui ne sont pas délocalisés, vers une manière de produire qui respecte une charte éthique et donc des valeurs environnementales, des valeurs sociales, alors les consommateurs ont le pouvoir d'orienter ce capitalisme vers un modèle qui est davantage durable. Et les deux sont indissociables l'un de l'autre. Et c'est ça qui est intéressant dans le projet des monnaies locales. Oui, tout à fait. Là, on se rend vraiment compte de la réappropriation citoyenne de la monnaie, de cet échange, de ce lien social et de toutes les valeurs qu'on choisit en fait d'y mettre, que les citoyens choisissent en mettant en place ces projets de monnaie locale, que les citoyens choisissent les valeurs qu'ils veulent mettre derrière. Et grâce aux chartes, donc que ce soit des chartes sociales, environnementales, ces valeurs peuvent s'exprimer. Voilà, avec évidemment parfois des spécificités. Enfin, la défense de la langue basque Euskara par le SCO est quelque chose d'assez singulier, hein, mais qui correspond bien à cette volonté de faire territoire, c'est-à-dire c'est pas la défense d'une langue pour le plaisir, mais c'est parce que c'est la langue, comme d'ailleurs la monnaie, c'est un élément de lien social tout à fait essentiel. Et c'est le rôle qui est souvent un petit peu négligé dans les monnaies locales où j'étais prof d'économie, donc je ne vais pas reprocher qu'on se focalise un petit peu sur la façon dont ça peut contribuer à créer un circuit économique, mais cette dimension politique au sens de vie de la cité des monnaies locales est tout à fait centrale. Ça peut être
Ça peut aller très loin, hein, puisque quand on discute avec des gens on leur demande un petit peu ce qui motive leur engagement quand on parle des bénévoles, là, un petit peu des membres du conseil d'administration et autres. Certains vont dire moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est anticapitaliste, c'est lutter contre la spéculation. Et du coup, d'ailleurs, ça me permet de revenir sur un point qu'a évoqué Simon Pierre. Bon, souvent, dans l'argument de défense des monnaies locales, on dit que la vitesse de circulation de la monnaie locale est supérieure à celle de l'euro. Alors, comme j'ai le défaut d'être un peu scientifique, pour l'instant, je veux dire qu'on n'a pas de preuves. Hein. On a eu une ou deux études, voilà, mais bon, c'est difficile de généraliser par rapport à ça. Le travail qu'on mène actuellement avec Euskal Moneta ne convainc pas complètement. Mais je dirais, enfin, en plus, sur le fond, pour moi, c'est pas essentiel. Autant dans un contexte de crise, comme était celui des années 1930, de faire circuler la monnaie, remettre en circulation la monnaie, c'est bien ce à quoi étaient confrontés les villages au fin fond de l'Autriche. Il n'y avait plus d'argent, donc il fallait créer de la monnaie, il fallait qu'elle circule pour que l'activité économique soit relancée. Aujourd'hui, on réfléchit quand même sur essayer d'avoir une consommation un petit peu plus sobre. On met un peu d'argent de côté parce qu'on ne sait pas trop de quoi demain sera fait. Si au lieu de garder de l'argent sur un compte bancaire d'une banque que je ne citerai pas, mais enfin, ce sont toutes, qui après va en faire tout ce qu'elle veut, vous le convertissez, allez en Eusko, et puis vous le faites dormir vous l'épargnez en Eusko, moi je trouve ça plutôt sain, parce que l'argent qui aura été converti, les euros convertis en Eusko, ils vont être placés placés, le terme n'est peut-être pas tout à fait exact, mais oui, mis sur le fonds de garantie et ils vont servir à financer des projets éthiques. Donc, vous avez une forme d'épargne qui conduit à un comportement éthique. Et puis, si vous n'êtes pas obligé de dépenser l'argent, comme c'est le cas, notamment dans les monnaies locales où il y a de la fonte, où il faut absolument dépenser parce que sinon vous allez perdre de la valeur. Non, vous n'êtes pas obligé de dépenser. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut un petit peu relativiser l'argument de la vitesse de la circulation de la monnaie parce que à ce jour, ça n'est pas démontré. Voilà, comme je parlais du modèle théorique de création de circuit, bon, Dante m'a repris en disant oui, ça existe en pratique et Loshko l'a démontré, mais rappeler à l'ensemble des participants à ce webinaire que si Loshko se rapproche bientôt, je ne sais pas si c'est fait ou si ça va l'être début 2021, de l'équivalent de 2 millions d'euros en circulation, la première monnaie derrière, elle va être à 200 000 euros. Ma monnaie sur Bordeaux et autres, elle est à 26 000 euros placée à la nef. Donc, la plupart des monnaies, elles ne sont pas dans le cadre de Eusko. Et le travail qui a été entrepris avec quand même, alors peut-être il n'y avait pas de salariés au démarrage, mais enfin maintenant, il y en a quand même à Euskal Moneta, avec du personnel, des personnes dont le boulot est d'aller voir les prestataires, de travailler avec eux pour leur trouver d'autres prestataires. Ce travail est à faire dans la plupart des monnaies locales pour créer ces circuits. Ouais, merci pour ces précisions. Je voulais juste revenir sur, à un moment donné, vous évoquiez la diversité des utilisateurs qui se retrouvaient derrière les monnaies locales et qu'en fait, on pouvait avoir des citoyens qui venaient pour différentes raisons. Il y en a, vous citiez l'anticapitalisme, vous citiez la volonté de s'ancrer localement. Moi, ça me rappelle un exemple dont j'ai eu le vent à une AG de Leuschko. C'était l'exemple de grands-parents qui utilisaient la monnaie locale du Chiemgauer, donc en Allemagne, non pas par souci de soutien à l'économie locale, non pas par rejet en gros du système financier et de volonté de faire de l'épargne éthique avec le fonds de garantie, mais plutôt pour soutenir le club de foot de leurs petits-enfants, parce que le club de foot était adhérent à la monnaie locale et par ce biais-là recevait une subvention de la part de la monnaie locale avec les conversions de leurs parrains. En fait, les utilisateurs de la monnaie locale du Chiemgauer choisissent une association à parrainer et cette association reçoit un pourcentage des conversions en monnaie locale.
C'est aussi le cas de l'Eushco. Là, cette année, il y a à peu près 240 associations à l'Eushco, un peu plus, 250. Et à partir du moment où elles dépassent les 30 parrains, elles peuvent recevoir ce qu'on appelle le don 3% à Eushco, et qui correspond à 3% du change annuel par les parrains. Donc c'est Euskal Moneta qui donne cette somme, hein, c'est pas prélevé sur le compte des parrains. Et au final, cette année, il y a plus de 38 000 Eushko, du coup pas euros, Eushko, qui ont été donnés à une soixantaine d'associations. Et ça, c'est un côté, en fait, je sais pas si, je pense qu'il y a plusieurs monnaies locales qui le mettent en place, mais ce soutien, en fait, aux dynamiques locales, cette intégration au milieu associatif local, ça, c'est quelque chose de très fort, en fait, et on participe vraiment à un projet de territoire global, puisqu'on est, non, on est dans la sphère économique, on est dans la sphère citoyenne, mais on est aussi dans la sphère des dynamiques qui font un peu le territoire. Et, Oui, oui. Non, non, je pense que effectivement, enfin, si on s'intéresse aux facteurs de succès de l'OSHCO, hein, il y a plusieurs éléments, mais on va dire la façon dont il s'inscrit dès le départ dans un tissu associatif et coopératif extrêmement dense, et dont il s'est construit par rapport à ça est tout à fait essentiel. Et là encore, la plupart des monnaies locales essayent à leur échelle, compte tenu d'un contexte qui n'est pas toujours aussi évident, de trouver des formes de solutions. Euh, Après, bon, il faut trouver un moyen de financement. Alors, l'une des réussites enfin, l'un des moyens pour Euskal Moneta, c'est de prélever une reconversion, coût de reconversion de 5%, quand les prestataires changent leur Eusko en euros, mais le jour où ils reconvertiront plus, c'est-à-dire quand vraiment la monnaie circulera, il n'y aura plus de financement possible. Dans la plupart des associations, c'est beaucoup moins, c'est 2%. Donc, chacun essaye de trouver des systèmes en faisant des microcrédits ou en développant quelque chose un petit peu sensiblement identique. Mais je pense que une monnaie locale ne peut avoir de succès que si elle arrive à devenir un acteur partie prenante d'une communauté autour de l'ESS pour faire vite, enfin en élargissant, mais essentiellement autour des milieux associatifs. Ça fait partie des conditions de succès. ouais. Et donc, en effet, il y a pas mal de limites et de freins en fait au développement des monnaies locales. Donc, vous parliez de cette intégration dans une dynamique territoriale, le fait d'avoir des ressources humaines, tout simplement, que ce soit des salariés, que ce soit des bénévoles, des stagiaires, des services civiques. Il y a besoin de ressources humaines pour pouvoir développer ces monnaies locales. Moi, j'aimerais qu'on parle un petit peu des freins réglementaires. Euh, Parce que je crois qu'il y a des évolutions réglementaires qui pourraient être souhaitables, notamment pour l'utilisation des monnaies locales par les collectivités. Peut-être que Simon Pierre, vous pouvez en parler. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et puis, évidemment que vous me compléterez. Euh, Aujourd'hui, les collectivités peuvent utiliser la monnaie. Et d'ailleurs, le SCO a gagné une bataille par rapport au pouvoir central en la personne du préfet pour que la collectivité de Bayonne puisse utiliser de manière un peu détournée la monnaie locale dans le cadre de ses compétences. Aujourd'hui, les collectivités peuvent utiliser la monnaie comme c'est le cas, comme le fait la collectivité de Bayonne, par un biais détourné, c'est-à-dire que la collectivité peut payer certaines choses en monnaie locale, mais elle ne peut pas en détenir dans ses caisses. Et donc, elle peut, par le biais de l'association émettrice, faire une sorte de bon en euros et que ce bon en euros soit converti par l'association et finisse à arriver dans les caisses de la personne que la collectivité souhaite financer. Il est aussi possible que la collectivité finance la structure émettrice et par ce biais finance des actions comme celles que vous décriviez de financement ensuite de l'activité associative par exemple, ou même de fidélisation des consommateurs comme c'est le cas avec l'euro-long, où 5% du montant de la transaction réalisée en monnaie locale
est abondé sur le compte du consommateur via le budget de la région. Mais évidemment, ce n'est pas le budget immédiat, c'est un partenariat entre le budget de la région et l'association. On pourrait imaginer un système plus simple, plus direct, qui permette aux collectivités d'utiliser directement la monnaie locale. Et pour ce faire, on a besoin de deux évolutions réglementaires, voire législatives. La première, c'est d'autoriser l'encaissement des monnaies locales par les collectivités. Ça donnerait la possibilité aux collectivités qui le souhaitent de faire payer l'accès aux équipements publics en monnaie locale, la bibliothèque, la piscine municipale, la cantine ou que sais-je. Aujourd'hui, c'est impossible parce que la monnaie locale n'a pas d'existence en comptabilité publique et les comptes des collectivités auprès du Trésor public n'acceptent pas la monnaie locale. Donc là, il y a un premier verrou à faire sauter. Et au passage, pour que vous le sachiez, avec Osons Progrès, on a sollicité la nouvelle ministre de l'ESS pour qu'elle réfléchisse avec l'administration de Bercy à voir comment est-ce qu'on pourrait faire sauter ce verrou. Donc, il y a des démarches en cours pour que la réflexion avance, évidemment en lien avec tous ceux qui le souhaitent, notamment avec le SCO, puisqu'on avait engagé ces discussions ensemble. Le deuxième verrou, c'est celui de l'utilisation directe de la monnaie. Il y a un levier qui pourrait être très intéressant pour à la fois augmenter l'attractivité des monnaies locales et augmenter la circulation de la monnaie sur les territoires. C'est l'ensemble des politiques publiques financées en monnaie locale. Donc, encore une fois, c'est possible aujourd'hui, mais c'est compliqué. Demain, on pourrait penser que certaines collectivités distribuent de la monnaie locale sous forme d'aide aux entreprises, d'aide à certains citoyens avec des critères soit thématiques, soit sociaux. Et pour cela, il faudrait qu'elle puisse en détenir. Or, aujourd'hui, elle est obligée de passer par l'association. Est-ce que, éventuellement, vous vouliez compléter ces éléments? Oui, peut-être juste parce qu'il peut y avoir une espèce de confusion. Effectivement, les collectivités ne peuvent pas détenir de la monnaie locale, mais elles peuvent en encaisser dans différentes régies. On peut payer, quelques communes quand même, on paye la piscine, la bibliothèque et autres en monnaie locale, mais qui va être reconvertie, cette fois sans frais, en monnaie locale. Donc, bon, c'est un petit peu dans la pratique, ça existe, mais c'est une espèce d'arrangement qui fait qu'effectivement, le problème de fond n'est pas résolu, qu'on va retrouver de manière beaucoup plus lourde, à la limite, du côté de la dépense, puisque là, autant dans la recette, ils peuvent collecter de la monnaie, puis on va les changer, enfin l'association va les racheter d'une certaine façon, les ESCO ou autres, en donnant des euros, mais dans l'autre sens, comme tu l'as dit, c'est un peu compliqué, puisqu'il faut que la mairie donne des euros, paye en euros à l'association qui va recréditer le compte du créancier en monnaie locale. Donc c'est un petit peu lourd. Donc il y a aujourd'hui un projet de loi qui a été déposé au Sénat qui essaye de lever ce verrou, qui sera discuté le mois prochain, je pense, quelque chose comme ça. C'est vrai que c'est relativement indispensable et en même temps, on sait le poids de Bercy et il va y avoir beaucoup à secouer le pouvoir centralisateur qui, en plus, est dans ces derniers mois à se renforcer. Donc, effectivement, pour que les collectivités locales utilisent la monnaie locale, qu'elles l'acceptent en paiement et qu'elles puissent le dépenser pour verser des indemnités aux élus, pour éventuellement financer une partie, enfin, payer une partie de la rémunération du personnel, pour faire des subventions aux associations, pour régler leurs dépenses de façon plus simple qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas interdit. Et puis on peut aussi imaginer qu'il y ait une espèce d'encouragement des pouvoirs publics auprès des personnes, des acteurs privés, des entreprises. Après tout, les chèques déjeuner, ça a une charge sociale réduite, il y a une forme d'aide, on va dire, à ce type de monnaie locale. On pourrait très bien imaginer, ça ne coûterait pas grand-chose à l'État, que
Ben, si une entreprise décidait de verser une partie de la rémunération en monnaie locale, elle est sur cette partie de la rémunération des charges sociales plus réduites ou des formes d'avantages fiscaux ou sociaux. Bon, ce serait une politique, alors cette fois-ci de l'État central, puisque ces règles-là ne sont pas des règles qui se décident au niveau communal. Et on attend effectivement de la ministre ou secrétaire d'État, je ne sais plus, à l'ESS, qu'elle essaye de faire avancer le dossier des monnaies locales, comme à son époque, la loi de l'ESS de 2014 avait pu le faire. Ok, merci. Du coup, là, on va approcher de la fin de ce webinaire. Avant de prendre les questions du public, s'il y en a, j'aimerais qu'on élargisse un petit peu les perspectives et qu'on voit un petit peu les évolutions possibles des monnaies locales. Je crois qu'on en avait discuté un petit peu lors de la préparation de ce webinaire. Du coup, Simon-Pierre, si vous voulez. Oui, moi pour clôturer et ouvrir, ce que je trouve fondamental, même si on en a déjà dit pas mal de choses pour l'instant, c'est d'insister sur le rôle que les collectivités peuvent avoir dans la stimulation des monnaies locales. À la fois pour les faire connaître sur le territoire. Pendant le confinement, on a vu que toutes les collectivités se sont mises au chevet des entreprises et des territoires pour mettre en place, par exemple, des marketplaces en bon français, des marchés locaux, régionaux, aussi pour mettre en place des systèmes de click and collect aussi en excellent français, pour aider les échanges marchands entre consommateurs confinés et entreprises fermées à toujours pouvoir échanger. Donc aujourd'hui, on peut très bien ajouter une brique supplémentaire et rajouter la monnaie locale là-dessus pour stimuler les échanges entre les uns et les autres. Il faut effectivement Ah. et demain qu'elle contribue activement au projet des monnaies locales par la distribution d'aides, que ce soit aux entreprises et au commerce. Il y a énormément d'argent qui est distribué aux entreprises sous forme d'aide. D'aucuns diraient que ça nous coûte un pognon de dingue. Et si cela a été fait en monnaie locale, ça pourrait avoir un effet de levier de la monnaie qui est bien supérieur à un effet de levier pardon, de la dépense publique qui est bien supérieur à ce qui existe aujourd'hui en euros. Parce qu'une collectivité qui aide ces entreprises, elle veut que cela bénéficie à son territoire. Si elle le fait en monnaie locale, elle s'assure que l'ensemble des aides qu'elle a versées aux entreprises permettent et bénéficient à son territoire. Donc, pour élargir la discussion, il me semble que c'est important d'avoir une forme d'alignement des intérêts, et je le prends dans cet élément-là, même si on a élargi la discussion sur la question des valeurs. Il faut bien prendre conscience que sur un territoire, tout le monde a intérêt à ce que les monnaies locales circulent. Les consommateurs, à la fois pour que le capitalisme s'oriente vers un projet de résilience et de développement local, les commerces, notamment dans le cadre de crise, comme on peut le voir aujourd'hui, mais aussi, et ça reste à démontrer grâce à la vélocité de cette monnaie locale, qui serait supérieure à l'euro, et les pouvoirs publics qui veulent que leur territoire, notamment dans des territoires qui sont parfois en déshérence, il y ait le maintien de l'activité, voire le retour d'activités qui sont parties, par la stimulation de l'activité entre tous ces acteurs. Donc, si on veut que demain les monnaies locales fonctionnent correctement, il faut que toutes ces personnes-là contribuent activement au projet au sein de l'association émettrice. Oui, pour compléter, moi je vais élargir dans un autre sens. Moi, je pense que les monnaies locales ont un avenir et que d'une certaine façon, le développement de l'EUSCO est un peu un précurseur par rapport à ce qui pourrait se passer en France. Euh, Elles resteront complémentaires, hein, mais à côté d'une pluralité d'outils monétaires. Et bon, un nombre assez conséquent d'observateurs considèrent qu'en fait, à côté de l'euro, qui est notre monnaie de base, eh bien, il va y avoir une pluralité d'outils monétaires adaptés à différentes fonctions. Bon, on n'a pas évoqué la question des crypto-monnaies,
ces outils un petit peu bizarres à territorialiser et autres. Mais ça se développe d'une certaine façon ou d'une autre. Donc on peut imaginer qu'il y ait ce type de monnaie effectivement qui se développe, c'est même à une échelle bien plus grande que les monnaies locales, enfin, au sens monnaie locale complémentaire. On a ces monnaies locales que nous utilisons, tickets restaurants, miles, etc. C'est des formes de monnaie locale. Et les monnaies locales complémentaires, elles ont leur place en tant qu'outil de territorialisation, d'incitation à des comportements un peu plus éthiques et environnementales, donc participant à la transition écologique. Et puis, dans cette spécificité qu'on retrouve nulle part ailleurs, hein, parce que la limite, il y a des monnaies qui existent qui récompensent vos comportements environnementaux. Oui, il y a des endroits où on ramène ses bouteilles en plastique et puis on récupère un peu d'argent. Il y a des choses comme ça. Et je pense qu'il fait la spécificité des MLC, des monnaies locales complémentaires et citoyennes en France, c'est cette dimension, cette ambition de faire en sorte qu'il y ait une dimension citoyenne dans cette intervention sur la monnaie, cette réappropriation citoyenne de la monnaie. Donc ça restera une niche. Quand on dit 2 millions, près de 2 millions d'euros pour l'équivalent de près de 2 millions d'euros pour l'OSCO, c'est énorme par rapport aux autres monnaies locales. Mais enfin, c'est tout petit par rapport aux millions, milliards du produit intérieur brut, même si ce n'est pas un très bon critère et autres. Donc il y a une place beaucoup plus grande que ce qui existe aujourd'hui. Et si on arrive à lever les principaux verrous, s'il y a une prise de conscience tant par l'État central au niveau de la réglementation que par les collectivités locales, que les monnaies locales peuvent participer à cet effort de relocalisation et de transition économique et de remise un peu de citoyenneté dans un contexte géopolitique qui est quand même pas très, très florissant quand on voit le taux d'abstention, eh bien à ce moment-là, il y a effectivement la possibilité que le succès de l'OSCO ne reste pas exceptionnel. Très bien, merci pour ces mots de la fin. On va passer maintenant aux questions de l'auditoire. Il y en a une première qui s'interroge sur la reconversion et en fait le problème de cette reconversion qui fait qu'on peut perdre l'effet vertueux de la monnaie locale. Oui, alors effectivement, dans l'idéal, la monnaie, une fois qu'elle est injectée, elle devrait circuler en permanence et puis le plus vite possible. Bon, on est loin de ça, hein, même quand on arrive à avoir plus de 1000 prestataires comme dans le cas de l'OSCO, hein, il y a des fuites. De toute façon, il y a des fuites nécessaires, hein, il y a certaines dépenses que vous ne pourrez jamais faire en monnaie locale. D'ailleurs, il faut rapporter un petit peu le poids des monnaies locales par rapport aux dépenses qui sont payables en monnaie locale. Vos impôts, vous ne pouvez pas acheter une voiture, un logement, etc. Ça n'a pas beaucoup de sens. Donc, il y a des fuites, c'est normal. Moi, ça ne me semble pas dramatique. L'objectif, c'est bien de faire en sorte que ces fuites, c'est-à-dire ces retours, ces reconversions, elles soient limitées au maximum. Et bon, je vois qu'il y a une question qui pose la question, quel est le pourcentage de SCO en reconverti? Pour avoir travaillé sur les données de l'OSCO, on n'était pas très loin de 60%, bon, ce qui est un excellent taux. C'est-à-dire que 40% des OSCO émis continuent de tourner sur le circuit ou sont thésaurisés, sont épargnés sur les comptes. Bon, mais je pense qu'il ne faut pas imaginer qu'il n'y ait pas de fuite dans le circuit économique. Ce qui est important, c'est qu'il se développe le mieux possible. Ouais, je voudrais ajouter qu'on peut aussi mettre des contraintes à cette reconversion. Donc, dans le cas de l'EUSCO, c'est 5% de retenue lors de la reconversion. Et du coup, ces 5% en fait, nous servent plus ou moins directement à financer les associations du territoire à travers le don 3%. C'est-à-dire que cette pénalité, quelque part, de reconversion trouve son utilité derrière.
Et il faut savoir qu'il y a plus de 86% des entreprises du réseau Eushco qui n'ont pas eu à reconvertir. Donc ça veut dire qu'il y a à peu près 14% qui reconvertissent. Donc voilà, on est quand même sur des chiffres assez intéressants. Là-dessus, juste un élément, si je peux me permettre. Effectivement, il y a des fuites dans le système, et je rejoins Yannick, c'est pas grave. Le principe des monnaies locales complémentaires, c'est qu'elles sont complémentaires, et on peut très bien avoir la coexistence des deux modèles avec des conversions en monnaie locale et des reconversions en euros. En ce qui me concerne, je pense que mettre des freins à la fois à l'entrée et à la sortie n'est pas forcément la bonne manière d'attirer les gens qui ne sont pas intéressés a priori par les monnaies locales. Parce qu'elles pourraient se sentir un peu bloquées dans ce système, et à l'inverse, on peut les attirer en expliquant que c'est un système qui est indolore pour elles. Il me semble intéressant, et peut-être que je pourrais vous interroger là-dessus, sur le SCHO, et vous, Yannick, sur l'expérience que vous avez faite, de mettre en place des barrières, mais qui ne s'appliquent pas au même moment. Pour les consommateurs, elles ne s'appliquent pas par principe, ou alors au-delà d'un certain seuil. Et pour les entreprises, elles s'appliquent, mais pareil, au-delà d'un certain seuil. Est-ce que cette idée de seuil vous paraît pertinente pour à la fois inciter les gens à rentrer dans le système, mais en leur disant qu'elles ont toujours la liberté d'en sortir si elles le souhaitent? Alors, ce que je peux dire en réponse par rapport à la monnaie locale où j'interviens, ça fait partie des éléments de discussion entre membres, et avec, bon, il y a quand même beaucoup de prestataires qui sont des toutes petites entreprises qui sont aujourd'hui étranglées compte tenu de la situation, et effectivement, même le tarif d'adhésion, nous c'est 2% de reconversion, certains tirent la langue, donc ça fait partie des réflexions engagées, voilà. Je ne vais pas plus loin. C'est des questions qu'on se pose. Ok, merci. Est-ce que nous avons d'autres questions de la part du public? Je vois qu'il y a une question sur est-ce que le SCHO a permis de créer des emplois ou d'en maintenir sur place. Donc, aujourd'hui, on travaille, là je reprends ma casquette d'universitaire, hein. Donc on est une petite équipe à accompagner avec des chercheurs, des doctorantes, à travailler avec le SCHO pour essayer de mesurer l'impact, effectivement, de voir dans quelle mesure le SCHO a amené à des modifications, des pratiques vers des achats locaux, des comportements plus éthiques et environnementaux, à l'utilisation de la langue basque, puisque effectivement ça fait partie des objectifs. Donc ce travail est en cours de réalisation. Je ne sais pas si on sera capable de mesurer en termes d'emploi. Il faudrait faire des tas d'hypothèses qui fait que la marge d'erreur sur les résultats serait considérable. Mais je pense que d'ici, au cours de l'année 2021, on devrait avoir un certain nombre d'arguments qui permettront de compléter les éléments que déjà Euskal Moneta a pu diffuser en disant que je ne sais plus, la moitié des prestataires ont changé de fournisseur pour en prendre un local. Enfin, il y a un certain nombre d'indicateurs. On devrait arriver à une analyse un peu plus fine. Oui, en effet, vous faites bien de rappeler l'importance de la recherche scientifique et l'importance de mettre en place des méthodes pour vraiment être certain des résultats qu'on obtient. Parce que nous, en effet, de manière empirique et de ce qu'on constate, pardon, il y a ce qu'on appelle des success stories, c'est-à-dire on a des prestataires, des professionnels du réseau qui, suite à leur acceptation de la monnaie locale, ont eu des carnets de commandes qui sont remplis parce qu'ils arrivaient à s'intégrer vraiment facilement dans un réseau et ils arrivaient au bon moment, quelque part. Je pense notamment à un brasseur de bière, Bosbeer, qui était le brasseur préféré des festivals du coin parce qu'il prenait les Eusko. Et donc on a quelques exemples comme ça, mais voilà, il faut de la recherche scientifique, il faut une méthodologie qui nous permette de savoir ça, mais de manière certaine. Et ça prend du temps.
Voilà, je pense on a répondu aux questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Et sinon, ben, je vais remercier nos intervenants, donc Yannick Lung et Simon-Pierre Sengarac. Merci beaucoup d'avoir participé à ce webinaire. C'était des conversations très intéressantes. J'espère que que vous avez bien pu comprendre mieux à quoi servaient les monnaies locales, quels enjeux il y avait derrière elles, quelles valeurs elles portaient, pour quelle utilité. Et si j'espère que ça vous a donné envie de rejoindre les monnaies locales autour de chez vous, que ce soit le Hochko, que ce soit la miel, que ce soit la gonette. Il y en a plein, il y en a plus de 80 à travers le territoire français. Apparemment, il y a les bulles. Ouais, La bulle en ligne. ouais. Donc voilà, j'espère que ça vous a donné envie d'en savoir plus sur ces monnaies, de rejoindre ces dynamiques. Comme Yannick le précisait, elles ont besoin d'aide parce que elles fonctionnent souvent sur des équipes bénévoles. Euh, donc voilà. Merci à vous. Merci pour l'invitation et pour l'animation, Iban. À une prochaine. Merci de m'avoir invité. Et merci pour les échanges. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à tous.